Nous, on a un processus de recrutement qu'au départ, on faisait à la main, 100%. C'est-à-dire qu'on avait un dossier de bénévolat, il l'imprimait, ce qui n'était pas très écolo, mais il l'imprimait quand même, il le remplissait, il le scannait, il nous le renvoyait ou il le renvoyait par la poste. Ça, c'était il y a 6-7 ans. Et puis, au bout d'un moment, on a des flux de demandes de bénévolat qui sont extrêmement importants parce que c'est vrai que quand vous avez moins de 18 ans, il n'y a pas beaucoup d'associations qui vous prennent. Et donc, paradoxalement, on a énormément de jeunes qui demandent à être bénévoles chez AIDA. Il y a certaines semaines, on peut être à 800 ou à 1000 demandes de bénévolat par semaine. Donc, pour vous donner un peu une idée des flux entrants, c'est assez violent. Et donc, il a fallu trouver une solution pour pouvoir traiter ça parce que ce n'était pas possible de le faire humainement. Et donc, on a créé un petit espace en ligne que vous pouvez retrouver sur le site internet d'AIDA, qui est très simple, hein. C'est un formulaire Forms qu'on a intégré au site internet. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce qu'on a développé ici, avec les quelques éléments d'information qu'on leur demande, donc leurs coordonnées, pourquoi est-ce qu'ils s'engagent, leur motivation, est-ce qu'ils ont déjà eu un contact ou pas avec la maladie. Il n'y a pas la même approche si par exemple leur maman a actuellement un cancer du sein, que s'ils n'ont jamais été en contact avec l'hôpital, on essaye quand même s'il y en a beaucoup, de faire quelque chose d'un peu personnalisé avec les psys à chaque fois pour pouvoir suivre leur engagement. Donc, ils remplissent ce formulaire-là. Ils sont recontactés sous 3 semaines pour avoir un échange téléphonique avec quelqu'un de l'équipe. Alors, engager des jeunes, 3 semaines, c'est trop long, hein. C'est-à-dire que nous, on se fait lyncher pendant ces 3 semaines-là. J'ai toujours pas été appelée, pourquoi j'ai pas été appelée, etc. Mais pour l'instant, on ne peut pas réduire ce temps-là. On n'a pas la ressource pour le faire. Donc, sous 3 semaines, ils ont un échange avec quelqu'un de l'équipe au téléphone ou en visioconférence. Ça dépend de là où ils vivent en France. Voilà, on leur présente un peu les missions d'AIDA. Soit ils nous disent, bah, moi, je n'ai pas forcément envie d'aller à l'hôpital après ce que vous me dites, j'ai juste envie de m'engager pour AIDA, etc. Et dans ces cas-là, bah, ils continuent à pouvoir porter des actions dans leur établissement scolaire. Ils ont juste un socle de 30 minutes de ce qu'est AIDA à savoir présenter. Soit ils nous disent, bah, je veux intervenir à l'hôpital. Et dans ces cas-là, ils ont les 5 heures de formation que j'ai évoquées. Donc, nous, les formations, elles ont lieu tous les samedis dans toutes les villes en France. Et les formations sont ouvertes par vague. C'est-à-dire que, par exemple, de septembre à novembre, on recrute tous les bénévoles parisiens. De novembre à décembre, on recrute tous les bénévoles nantais. Enfin, voilà, ça tourne dans l'année pour éviter d'avoir trop de concentration partout au même moment. Donc voilà comment on les recrute. Et après, je vais un peu entamer sur la deuxième partie de comment on les anime, mais peut-être juste pour vous donner ça avant de devoir vous quitter malheureusement. Nous, ils reçoivent les missions les plus proches de chez eux par un SMS. Donc, on a téléchargé une application qui s'appelle SMS Mode, qui est une application qui n'est pas très chère, qui fonctionne plutôt bien et qui vous permet d'entrer les coordonnées de vos bénévoles et de leur envoyer un message en global à tous. Voilà. Et donc, par exemple, on leur dit, bah, samedi prochain, il y a une visite à tel hôpital à 15 heures. Inscris-toi si tu peux. Le message est envoyé à tout le monde et ils nous répondent sous forme de SMS ensuite. Et donc, on centralise les inscriptions comme ça. Quand il y a peu de personnes à inscrire et quand il y a beaucoup de personnes à inscrire, ils reçoivent un lien sur lequel ils doivent cliquer pour s'inscrire pour qu'on puisse avoir des listes un peu propres d'inscription. Donc, voilà comment le processus fonctionne chez nous. Peut-être quelques éléments clés sur l'engagement des jeunes qui va vous donner quelques clés aussi sur la fidélisation. Nous, il y a 3 choses qui fait venir et fait rester les jeunes. Le premier, c'est qu'ils ont quelque chose de concret à faire. C'est-à-dire qu'ils arrivent tous en disant « j'ai envie d'être utile, qu'est-ce que je peux faire ?» Mais c'est pas, pour le coup, ce n'est pas de la mascarade. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté de pouvoir faire quelque chose d'extrêmement concret sur le terrain. C'est pour ça que les visites à l'hôpital marchent plutôt bien, parce que c'est très concret, même si ce n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième raison pour laquelle ils viennent, c'est d'avoir un impact concret, direct. Là, ce n'est pas toujours évident dans nos associations, surtout dans le secteur de la santé. Mais c'est quand même une demande qu'ont les jeunes aujourd'hui, c'est de pouvoir voir assez concrètement ce à quoi peut servir leurs actions. Nous, on n'a pas de financement de l'activité de financement de la recherche, mais ce n'est pas évident quand on a une activité de financement de la recherche, parce que le temps de la recherche n'est pas le même que
celui des patients et encore moins que celui des jeunes qui veulent s'engager. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus. Et peut-être un dernier élément intéressant qui, moi, je trouve, donne beaucoup d'espoir sur le recrutement des jeunes dans les associations en France, c'est qu'on n'a que 9% des jeunes qui demandent à s'engager avec AIDA qui sont intéressés par la santé. Le reste, c'est vraiment des jeunes qui ont juste envie de s'engager et ce qui les intéresse, c'est l'engagement, pas la santé. Et après, au travers de leur engagement avec AIDA, ils vont découvrir le milieu de la santé, ils vont poser leurs questions, parfois même ils vont faire naître des vocations. On a 50% d'entre eux qui, à la sortie, veulent faire une profession en lien avec la santé. Donc, ça forme aussi une nouvelle génération de professionnels de santé et d'acteurs de la santé demain, et ça, on en est assez fiers. Et puis, dernier élément, je sais qu'il y a beaucoup de structures parmi vous qui ont des enjeux de prévention, mais nous, on a la conviction chez AIDA que l'engagement de terrain est un véritable vecteur de prévention. C'est-à-dire que là, on vient de finir un rapport sur la santé des jeunes et sur l'engagement de nos bénévoles. Il y a 71% des jeunes qui disent que le fait de pouvoir s'engager sur le terrain avec une association a modifié leur attention et le regard qu'ils portent aux campagnes de prévention et a augmenté l'attention qu'ils portaient aux campagnes de prévention qu'ils recevaient. Donc, il y a vraiment un enjeu, je crois, pour toutes les structures qui, parmi vous, ont des enjeux de prévention sur les pathologies qu'ils adressent, de pouvoir se dire comment est-ce que je peux embarquer des jeunes là-dedans si c'est un sujet. Et je serais ravie d'y répondre plus longuement. Je vais vous laisser de toute façon mes coordonnées. Après, l'équipe AstraZeneca les a aussi. Et on peut peut-être, Yasmine, si tu es d'accord. Juste une question, Léa, avant que vous Oui, partiez, parce que bien vous sûr, je avez suis dit encore avec énormément de vous. choses, comme beaucoup de jeunes qui parlent très vite. Pardon. Donc, avant que vous ne partiez, donc, je me présente, moi je représente l'association Jeunes Aidants Ensemble. Et il y a quelques petits points qui m'ont interpellée dans ce que vous dites. Vous parlez d'enfants qui sont en situation de proches aidants, de personnes qui vivent avec une maladie sévère, dont le cancer. Ce sont eux aussi qu'on connaît bien. Vous parlez d'intervention dans les structures de santé. Et troisième point, vous parlez de communication dans l'éducation nationale. Donc, sur ces trois sujets, j'avais vraiment trois questions très précises. Nous sommes en phase de sensibilisation dans l'éducation nationale sur la problématique des jeunes aidants. Et nous avons beaucoup de barrières pour pénétrer les structures d'éducation nationale pour aller parler de ce sujet. Donc, comment avez-vous réussi à lever ces barrières? Ma deuxième question, il y a une réglementation dont se plaignent les jeunes, bien sûr, de présence des mineurs dans les services de santé. Donc, comment réussissez-vous à conjuguer cette réglementation avec la présence de jeunes bénévoles pour venir parler dans les services de santé, ce qui est un petit peu compliqué, on le voit même pour des proches aidants. Et la troisième chose, dans les gens qui viennent vers vous, comment pouvons-nous nous concerter sur ces jeunes qui ont une charge qui en fait les met à risque parce qu'ils sont jeunes aidants, plutôt que de les suractiver, on le sait, dans une fuite d'aide qui en fait s'avère délétère après pour leur santé mentale lorsqu'ils sont en double casquette. Donc voilà, trois questions très précises. Vous avez une seconde, je suis désolée, on pourra peut-être en parler Non, offline. c'est des questions passionnantes. Merci d'abord pour le travail que vous portez avec votre association. Je vous suis sur les réseaux sociaux. On a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Peut-être si vous voulez me répéter exactement la première question, que je puisse bien répondre à tout. La première question Oui, correspondait à communiquer dans les structures de l'éducation voilà. nationale. Alors, sur l'éducation nationale, nous, on n'a pas d'agrément de l'éducation nationale. Donc, on est dans des situations communes avec certains d'entre vous. Bon, il y avait deux choix, hein. Soit on n'a pas d'agrément, donc on ne communique pas auprès de l'éducation nationale, soit on trouve une façon de contourner. La façon de contourner qu'on a trouvée, c'est comme on engage énormément de jeunes, en fait, eux-mêmes vont en parler dans leur établissement scolaire. Et comme c'est à l'initiative des jeunes, les établissements scolaires nous invitent. Donc ça se passe plutôt comme ça et ça se passe plutôt bien comme ça. Maintenant, on a reçu un mail ce matin de l'Éducation nationale qui disait mais pourquoi vous n'êtes pas agréé? Ce serait bien qu'on en discute. Donc, on va voir ce que ça donne et peut-être que ça vaudrait le coup de pouvoir aussi en discuter ensemble avec grand plaisir. Sur votre deuxième question qui, il me semble, était sur l'engagement de jeunes en service hospitalier.
Effectivement, vous avez raison, il y a 8 ans, il y a 7 ans et demi, quand on a commencé, c'était interdit, c'était 18 ans à beaucoup d'endroits et 15 ans dans d'autres. C'est des concertations qu'on a eues à chaque fois avec les directions de services hospitaliers ou de grands groupes comme la PHP ou la PHM. Donc, à chaque fois, c'était un peu de lobby, hein. C'est pas fait en claquant des doigts. On a mis 1 an et demi à signer la première convention de partenariat avec une structure hospitalière pour pouvoir faire entrer des mineurs à l'hôpital. Donc, ça nous a pris de janvier 2015 à juin 2016. Donc, ça a été assez long. La première structure hospitalière, ça a été un service de soins de suite et de rééducation qui est à Paris, qui s'appelle la clinique Édouard Rist. Et en fait, je vous vois hocher la tête quand je dis SSR, mais de par le rôle du SSR aujourd'hui, qui est qu'ils reçoivent des jeunes qui viennent de Gustave Roussy, de Curie, de plein de structures hospitalières, il y a eu un bouche à oreille. Et en fait, ils ont écrit à ces hôpitaux en disant mais c'est super ce qu'ils font, ça marche très bien nous en SSR, pourquoi vous ne le feriez pas? Et je pense qu'un facteur qui a été vraiment transformant là-dedans, c'est vraiment le retour qu'on a eu des professionnels de santé et des jeunes sur les interventions. Et le troisième élément que vous mentionnez, qui est la charge mentale des bénévoles qui s'engagent avec nous, qui sont aussi aidants, c'est une notion qu'on a complètement en tête et je serais ravie qu'on puisse creuser ce sujet encore plus ensemble. Nous, généralement, quand ils sont proches aidants, ils n'interviennent pas à l'hôpital, hein. Ça fait partie justement de l'entretien psy qu'il y a au départ. Nous, on a une philosophie chez AIDA, c'est que l'adolescence et le début de l'âge adulte, c'est un âge où on laisse le choix et on accompagne ce choix. Et c'est vraiment ce qu'on met en place dans tout l'accompagnement. C'est pour ça qu'on a des psychologues qui sont là à l'entrée, c'est pour ça qu'on a des psychologues qui suivent, c'est pour ça qu'on a aussi des salariés, parce que l'engagement de jeunes, ça s'encadre. Et donc on laisse ce choix-là aux jeunes qu'on accompagne au quotidien. Le plus souvent, enfin, il y a plusieurs cas de figure. Ce premier cas de figure, après l'échange avec la psy, se rendent compte que ce n'est pas quelque chose pour eux. Et dans ces cas-là, on leur trouve un autre rôle. Par exemple, ils animent nos réseaux sociaux. Par exemple, ils vont faire des ventes de gâteaux. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qu'ils peuvent faire. Mais donc, on leur trouve un autre rôle et on les accompagne à trouver une autre place. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils ont besoin de tester pour se rendre compte qu'ils ne peuvent pas. Et dans ce cas-là, on les accompagne vraiment pendant cette première phase. Ils ont un échange avant, ils ont un échange dans la foulée avec la psychologue, mais ils se rendent compte par eux-mêmes et donc on n'est pas dans la confrontation. Et on a le troisième cas, et c'est pour ça que j'interrogeais Yasmine tout à l'heure sur comment est-ce que quand ils sont dans des situations où ils ne sont pas d'accord avec leurs bénévoles et qu'ils se rendent compte que voilà, il y a peut-être un moment où il va y avoir un peu de frottement, ils l'adressent. Et dans ce cas-là, on a une discussion, mais on ne leur fait pas prendre de risques inutiles. Moi, je pense que parfois, ils connaissent leurs limites et s'ils ont envie de tester, ils doivent pouvoir avoir le choix de tester. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on accompagne en proximité et je serais ravie qu'avec votre association, on puisse continuer à échanger sur ce sujet avec plaisir.